C'est jeudi, la journée mondiale de la colonne vertébrale, l'occasion pour les chiropracteurs d'offrir toute cette semaine des bilans gratuits et des conseils. Bonjour Guillaume Goncalves. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes chiropracteur à Lille. Alors, qu'est-ce que chiropracteur ? Bonjour déjà. La chiropraxie, c'est une profession de la santé qui s'intéresse au traitement des troubles de l'appareil locomoteur avec des manipulations, de l'éducation thérapeutique, des programmes d'exercice. La profession de chiropracteur est encadrée par la loi relative aux malades et à la qualité des soins de 2002. Donc, Oui. c'est une profession reconnue finalement assez récemment. On voit régulièrement des vidéos, ça vous échappe pas, sur Bien sûr. Internet, où on voit des chiropracteurs faire des craquements sur des colonnes vertébrales. On a vu des milliers de fois, des millions de fois. On voit aussi des chiropracteurs parler de réalignement, de système nerveux. Ça paraît pas très scientifique. En effet, ce que vous me dites, ça l'est pas du tout. Donc, heureusement qu'on se définit plus comme ça maintenant. Ces vidéos sont souvent américaines. Il peut y en avoir des françaises aussi, hein. Et généralement, c'est la partie visible et commerciale, je dirais même, du métier. Ça correspond parfois à certaines manipulations vertébrales, mais le métier de chiropracteur ne se limite pas à ça. Et parfois, d'ailleurs, on ne fait pas de manipulation, on fait un traitement, de l'éducation thérapeutique, des exercices, etc. Mais vous avez l'autorisation de manipuler. Oui, bien sûr. Mm. D'ailleurs, on a le droit de manipuler les cervicales, le rachis, le cou, sans demander un certificat de contre-indication à un médecin avant. Mm. Est-ce que vous pouvez recevoir des patients en première intention ? Oui, bien sûr. Sans aucun problème, bien sûr. Mm. Je pose des questions Bien sûr. qui peuvent paraître basiques, mais quelle est la différence fondamentale entre un chiropracteur et un ostéopathe ? Je comprends votre question parce que finalement, on reçoit les mêmes patients. Les patients qui viennent nous voir sont assez similaires. On travaille avec nos mains aussi. Donc, il y a beaucoup de similitudes. Ce qui diffère, le chiropracteur, lui, son champ de compétences est quand même un peu plus large. C'est justement pour ça qu'on a le droit de manipuler le cou sans demander un certificat de contre-indication. Un ostéopathe, lui, doit demander une autorisation du médecin généraliste, par exemple. Et la formation des chiropracteurs, il n'y a qu'une école qui est agréée par le ministère de la Santé, qui est sur 2 sites. Les ostéopathes ont plusieurs écoles. La formation, ça se déroule comment ? Combien de temps ? 5 ans. 5 ans. Oui. Mm. Vous êtes passé par là, j'imagine. Bien sûr. Donc vous exercez à Lille. En France, 8 adultes sur 10, c'est aussi l'objet de votre campagne Oui, bien sûr. en ce moment. 8 adultes sur 10 cumulent plus de 3 heures d'écran. Hors activité professionnelle, nos habitudes de vie changent. Face à la sédentarité digitale, un phénomène qui se répand, est-ce qu'il existe d'abord une bonne posture dans laquelle on est sûr de ne pas encourir de risques musculo-squelettiques ? Non, ça c'est vraiment un mythe. Ça fait, je pense, plus de 20 ans que la recherche a tablé sur le sujet qu'il n'existait pas de bonne posture. Le problème, c'est généralement le fait qu'on la maintienne, quelle qu'elle soit. Mais on a du mal à faire passer le message. Il n'y a pas de bonne posture. Le problème, c'est plutôt la sédentarité plutôt que la posture qui serait bonne ou mauvaise. Vous voulez dire que si je me tiens droit, Ouais. menton bien droit, et coude sur la table, et puis que c'est pas une bonne posture ? Bah oui, et d'ailleurs, je pense que si vraiment vous vous forcez à rester droit pendant 1 heure ou 2, vous auriez de grosses douleurs, de gros inconforts, alors que si vous êtes un petit peu avachi, vous aurez quand même un petit peu mal parce que vous ne changez pas de position, mais la posture sera un peu plus confortable quand même. Mais vous venez casser un mythe, là, alors ça veut dire quelle est la réponse du corps ? Disons que c'est assez logique finalement parce qu'on se rend compte que le problème c'est de rester assis tout le temps. La sédentarité est le vrai problème, le manque d'activité physique est le problème, plus que la posture en tant que telle. Il faut faire plus de sport, il faut bouger un peu, mais ça, Oui. c'est les il faut, vous savez, les il faut. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour réaliser qu'il y a besoin ? C'est très difficile parce que finalement, changer ses habitudes de vie, pas que dans le sport, c'est très coûteux, ça nous demande une énergie, un changement d'organisation qui est assez énorme, alors que changer une posture, c'est assez simple. On voit même parfois des outils sur Internet où on redresserait les postures, etc. Je pense qu'une personne qui a mal préférait dépenser 30 € dans un truc qui redresse une posture plutôt que de faire 3 heures de sport toutes les semaines. La démarche est quand même beaucoup plus coûteuse en énergie de faire du sport. C'est clair, mais pourtant, c'est ce que vous C'est encouragez. ce qu'il faut faire, bien sûr. C'est ce qu'il faut faire. Ça paraît simple quand on le dit, hein, nous ici assis en studio. On parlait des chiffres vis-à-vis de l'écran. Plus de 20% des adultes français cumulent plus de 7 heures par jour en position assise, hein. Ce sont les chiffres de Santé publique France. En quoi est-ce que c'est problématique en fait ? C'est le fait de ne pas bouger. La problématique, elle est là. On ne changera pas les conditions de travail. Une personne dans son travail qui doit rester assis, elle devrait rester assis. Elle pourra essayer de l'adapter un petit peu pour faire des micro-pauses.
Pour autant, on ne va pas changer son travail. Par contre, ça sera à elle, vu qu'elle sait qu'elle a un travail assez, enfin, pas très dynamique, dans son quotidien, de mettre en place des choses pour compenser ça. Je ne sais pas si vous êtes allé à Leroy Merlin qui vient d'ouvrir à Villeneuve-d'Ascq. Ils ont des sièges désormais, les vendeurs, qui sont très hauts. C'est-à-dire que c'est comme s'ils se mettaient sur finalement l'arrière d'une chaise et pour rester quasiment debout, un petit peu assis. Est-ce que c'est une des solutions? Oui, c'est une des solutions. Alors, il faut que ça soit confortable quand même. S'il n'y a pas de confort et qu'on a une douleur parce que c'est inconfortable, c'est pas forcément la bonne solution. Il ne faut pas que ça soit la seule solution aussi. Le gros problème dans les entreprises, c'est qu'on met l'accent sur l'ergonomie, comme si on modifiait l'ergonomie du poste de travail, on avait la solution à tout. Il faut jamais sortir de la vraie solution. La vraie solution, c'est l'hygiène de vie, c'est l'activité physique. Donc même avec une ergonomie extraordinaire, ça ne changera pas le vrai problème qui est la sédentarité et le manque d'activité physique. Même si on avait des ballons pour s'asseoir, ça a été la mode pendant un moment. C'est très bien, c'est très bien, ça permet de mettre un peu de dynamisme, ça permet de limiter le facteur de risque ergonomique au sein du lieu de travail, mais ça ne remplace pas non plus l'activité physique. Et alors, quels sont les diagnostics que vous posez en ce moment vis-à-vis de cette recrudescence finalement du temps d'écran dans nos vies? Généralement, c'est associé à beaucoup de problèmes de bas du dos, de haut du dos, des douleurs au niveau du cou, du bas du rachis lombaire. C'est généralement les problématiques qui sont le plus souvent présentées en cabinet, bien sûr. Et quelle est la réponse à ces mots? Alors, j'ai envie de vous dire, alors même si les patients nous consultent souvent pour des actes de thérapie manuelle, ce qu'on peut voir sur Internet, et d'ailleurs l'image de la profession est souvent, on va être le professionnel qui va faire des manipulations vertébrales. Alors oui, on peut faire des manipulations, des massages pour enlever une douleur. Je pense que vraiment le plus important dans notre métier, c'est d'éduquer le patient sur sa pathologie et de le remettre à l'activité physique. Parfois de l'accompagner, parce que parfois il ne peut pas non plus se remettre du jour au lendemain à l'activité physique avec ses douleurs, mais le plus important, c'est quand même de le rendre le plus actif. Et c'est l'accompagnement, pas forcément la manipulation. Est-ce qu'un craquement, c'est forcément négatif? Non, d'ailleurs, le craquement, c'est une petite bulle d'air, vulgairement, c'est une petite bulle d'air. On ne fait pas des manipulations pour remettre en place, ça aussi, c'est une croyance qu'on a eue pendant très très longtemps. Il semblerait que le but de la manipulation, c'est un effet antidouleur qui dure pas très très longtemps, mais c'est un effet antidouleur qui peut permettre aux patients de reprendre après l'activité physique, justement. Mmh. Concrètement, cette semaine, donc en ce moment, l'Association française de chiropraxie organise une semaine nationale de prévention des troubles musculo-squelettiques. Comment ça se traduit? Alors pour les chiropracteurs qui participent, c'est généralement des patients qui prennent rendez-vous et qui s'assurent par contre que le rendez-vous corresponde bien, à ce motif de consultation et pas une consultation normale. Ils viennent en consultation et ils ont toute la première partie, donc où, on fait une anamnèse pour voir ce qu'ils ont, pour voir si finalement la chiropraxie une anamnèse, pardon, c'est un En interrogatoire. liturgie, on connaît Un l'anamnèse. un interrogatoire qui nous permet de voir s'il y a des contre-indications ou pas au traitement. Si finalement il y a une indication, c'est-à-dire est-ce que probablement le traitement pourrait l'aider ou pas. Et ensuite, généralement, on en profite toujours. Moi, il n'y a pas un patient qui vient me voir sans que je fasse la promotion de l'activité physique et que je le rassure sur le fait qu'il aille bien et qu'il est en capacité de faire de l'activité physique. Mais il n'y a pas de traitement manuel à proprement parler. Rien n'est impossible. C'est un peu ce que vous nous dites Ah là. oui, bien sûr. Il est interdit d'interdire, se dit souvent ça, même par rapport à l'activité physique. Pendant très très longtemps, on a dit que la course à pied, c'était pas bon par rapport au disque. On disait, bah, vous non, vous êtes fragile, vous devez faire un truc qui soit un peu plus doux. Et finalement, non, progressivement, tant que ça fait pas mal, on peut le faire. Tant que ça fait pas mal. Ça Ouais. veut dire qu'il faut savoir et apprendre à écouter son Oui. corps finalement. Et y aller progressivement aussi. Mmh. Est-ce que vous pouvez aussi renvoyer ensuite vers d'autres spécialités les patients que vous voyez? Ça arrive souvent. Je Mmh. pense qu'on renvoie le plus souvent aux médecins généralistes ou aux kinésithérapeutes. Je pense Mmh. que c'est les deux. Vous participez, vous, Oui. à cette semaine. Ça va se traduire comment? Il y a des nouveaux patients qui arrivent, qui prennent rendez-vous? Comment ça se Oui, passe? il y a des nouveaux patients. Alors parfois, par contre, il y a cet effet de curiosité et donc il y a des patients où on leur dit, bah écoutez, ne venez pas me voir. Ne venez pas me voir parce que finalement, on voit que vos douleurs elles diminuent. Vous avez tout intérêt à ne pas venir. Il faut aussi voir d'ailleurs dans toute prise en charge, il faut aussi voir le ratio entre le coût de la prise en charge et le bénéfice que le patient va en tirer aussi. Ça coûte combien? Les consultations en France sont entre 50 et 70 euros généralement. Et donc la mutuelle prend en charge en partie.
très très souvent, mais ça représente un coût pour le patient. Et donc je pense que c'est une responsabilité pour nous en tant que chiropracteurs de tout faire pour proposer ça quand il y a une probabilité de bénéfice. Alors, il y a beaucoup de on-dit sur le métier que vous pratiquez. La profession, je le rappelle, a été reconnue hein, en France en 2002, mais elle est très courante dans les pays, par exemple, Oui, anglo-saxons. bien sûr. Et il y a aussi des chercheurs britanniques, c'était en 2012, ils ont publié une grande enquête qui démontrait que les effets secondaires de la chiropraxie étaient sous-estimés dans les rapports médicaux, ce qui pouvait poser des problèmes après. Comment s'assurer en fait de l'absence d'effets secondaires? C'est impossible. Enfin, je vous réponds franchement, dès qu'on est dans de la santé, on ne peut pas prendre un traitement qui n'a pas de possibles effets secondaires. D'ailleurs, le professionnel de santé doit toujours évaluer le rapport bénéfice-risque et informer le patient. Il doit y avoir un consentement du patient éclairé par rapport à ça. Je pense au paracétamol, enfin, il y a beaucoup de médicaments qu'on pense comment dire, qui sont inoffensifs. Pour autant, il y a des effets secondaires. Donc, on comprend qu'il y a des effets secondaires. Par contre, les effets secondaires doivent être justement extrêmement rares et on ne doit pas faire un traitement où il y a plus de probabilité d'effets secondaires par rapport à l'effet bénéfique, bien sûr. Guillaume Goncalves, je rappelle hein, que vous êtes chiropracteur et que vous participez à cette semaine nationale de l'Association française de chiropraxie qui organise donc cette semaine de prévention des troubles musculo-squelettiques à l'occasion de la Journée mondiale de la colonne vertébrale qui aura lieu le 16 octobre. De quoi souffrent essentiellement vos patients? Le plus souvent, on est quand même sur des douleurs de bas du dos, de haut du dos, des maux de tête. Je pense que c'est le plus souvent. Et pourquoi viennent-ils vous voir, vous, et pas, on a évoqué d'autres Mhm. professions tout à l'heure, comme les ostéos, il peut y avoir des kinés. Pour les douleurs au niveau du cou, souvent les patients viennent nous voir parce que justement, par rapport aux ostéopathes, on a le droit de manipuler le cou. Et donc parfois, il y a même des médecins qui justement préfèrent que ce soit le chiropracteur qui le voit. Comme ça, c'est notre responsabilité aussi parce qu'il y a très peu de médecins qui donnent finalement un certificat de non-contre-indication pour une manipulation effectuée par un ostéopathe parce que c'est engager sa responsabilité pour un acte qu'il ne fera pas. Donc on a beaucoup de cervicalgie, de douleurs au niveau du cou par rapport à ça. Par rapport au kiné, même si les champs de compétences sont assez similaires, les conditions d'exercice ne sont pas les mêmes. Le chiropracteur a généralement parfois un petit peu plus de temps en consultation, de par le non-conventionnement de ses actes. Et le kiné va généralement avoir plus de temps pour faire de la réhabilitation, pour donner des exercices aux patients, et parfois un petit peu moins de temps pour faire de la thérapie manuelle. Donc on reste sur le motif premier de consultation des patients qui recherchent de la part du chiropracteur ou même de l'ostéopathe un acte de thérapie manuelle. Vous êtes nombreux. On n'est pas non, non du tout, on est, je crois, 1700 ou 2000, je ne sais pas du tout. On s'est imposé un numerus clausus pour les chiropracteurs, c'est pour ça qu'on est très peu nombreux et qu'on nous connaît très peu aussi. Alors la loi hein, de 2002 qui encadre la profession prévoit que les professionnels doivent obligatoirement suivre une formation continue pour maintenir évidemment Bien sûr. la qualité des prestations. Vous êtes amené à suivre ce genre de Oui, formation? bien sûr. Ouais. Ouais. Et par exemple, quelle mise à jour, entre guillemets, ça permet? Bah, c'est extrêmement important. Dans la santé, rien n'est figé. D'ailleurs, ce qu'on pensait il y a 20 ans être vrai ne l'est plus, pas forcément maintenant. La posture, par exemple, avant, quand on avait mal au dos, on se disait qu'il fallait absolument se reposer, alors que maintenant, on sait qu'il faut absolument être actif. Donc, c'est important dans le domaine de la santé de se mettre à jour, c'est essentiel même. À propos de mise à jour, hein, vous avez vu arriver certainement depuis que vous commencez à exercer, donc on en parlait tout à l'heure, les écrans. Et donc, quel conseil professionnel vous donnez? Vous avez dit tout à l'heure, le mythe de la bonne posture, il faut qu'il vole en éclats. Alors, quels sont les conseils concrets que vous allez donner? De limiter le temps d'écran, tout simplement. De limiter le temps d'écran, de limite ne pas le faire en un bloc, être derrière un ordinateur et un téléphone pendant des heures et des heures. Si vraiment il y a un temps d'écran qu'on n'a pas le choix et qu'on n'a pas le choix de le réaliser, si on peut faire des micro-pauses, si on peut être actif, ce serait quand même très très bien. Mais c'est encore il y a C'est qu'à, pas facile. c'est pas facile, c'est pas évident. Et puis, d'après les chiffres, c'est pas amené à baisser hein, le nombre d'heures passées N- devant un écran. Non, mais il y a une prise de conscience de la part des patients qui se rendent compte que dans leur travail, il y a une sédentarité de plus en plus accrue et donc dans leur temps libre maintenant, ils font de plus en plus de sport. Je sais que je le vois depuis quelques années, les patients ont compris ça et ils se rendent compte que donc leurs conditions de travail sont beaucoup moins impactantes maintenant. Mm. Le stress ou alors aussi la santé mentale dont la France a fait une grande cause cette année, de quelle manière est-ce qu'ils influent justement sur les maux que vous pouvez avoir? On dit toujours que la douleur, de toute façon, dans tous les cas, ne peut se comprendre, c'est un terme pompeux, mais dans un paradigme biopsychosocial. On ne peut pas, une douleur, dès qu'il y a un facteur stress, tous les facteurs psychologiques peuvent accentuer le ressenti douloureux aussi.
Il y a beaucoup de patients qui me disent: C'est quand même bizarre, en vacances, je n'ai pas de douleur», alors qu'ils sont toujours derrière les écrans, tout ça. Mais le ressenti de la douleur est vraiment, différent qu'une situation soit stressante ou pas. Mais vous n'êtes pas psychologue? Et d'ailleurs, non, on ne gère pas ça. Notre but, c'est juste par contre parfois de l'identifier et de référer un psychologue justement, mais c'est pas du tout à nous de gérer ça, bien évidemment. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions, aux questions qu'on se pose finalement en studio. Alors pour plus d'infos, un site internet, on se rend sur Sur le site de l'AFC. AFC. Alors AFC, ça veut dire beaucoup de choses. L'Association française de chiropraxie. Et oui, c'est vrai que Les AFC, chez nous, Oui. c'est aussi les associations familiales Exactement, oui, catholiques. c'est Mais d'accord, l'Association française de chiropraxie. Ouais, Merci beaucoup, merci à vous pour votre invitation. Guillaume Goncalves. Je rappelle que vous êtes chiropracteur dans la région lilloise. Merci beaucoup.